Mesdames, Messieurs, chers amis du club digital de l'ARSEG, bonjour, bienvenue dans cette session de notre club. J'espère que vous êtes tous en bonne forme. Je me doute que la période doit être chargée pour nombre d'entre vous avec le retour au bureau des collaborateurs qui s'effectue progressivement. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous dire si tout est OK au niveau du son et de l'image pour vous dans le forum de discussion qui est à votre disposition pendant toute la durée de cette session. Alors, pour cette session, on va se détacher un peu de la crise sanitaire et de ses conséquences pour s'intéresser au versant digital et numérique qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre profession et qui même s'accélère, je trouve, depuis déjà 2 ou 3 bonnes années. Mais je sens comme une dynamique qui s'enclenche autour du bâtiment intelligent, du smart building ou du smart workspace, appelons-le comme on veut. Alors, pour nous présenter notre sujet du jour, je suis très heureux d'accueillir la présidente animatrice du club immobilier de l'ARSEG et directrice de l'environnement de travail chez Saint-Gobain, Dominique Delattre de Metz. Bonjour Dominique. Dominique va nous rejoindre sur scène. Le temps de faire la petite manip, il suffit de cliquer sur participer. Merci. Mais oui. Il n'y a pas que la manip, il y a aussi le réseau. Bonjour à tous. Bonjour Dominique, merci beaucoup d'être avec nous. J'en profite pour saluer Anne. Voilà, Farhan, Surfi Guillaume Blanc qui fait partie du comité de pilotage. Merci Yanis, du comité de pilotage du club digital. Pascal Jean, bonjour Pascal. Voilà, Stéphane Guillemino, Hélène, Frédéric, Bruno Devers. Salut Bruno. Voilà, bonjour à tous et merci d'être présent. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, s'il te plaît ? Mais tu as raison Lionel, effectivement, il y a une grosse dynamique qui s'enclenche autour des données issues du bâtiment, que ce soit des applications apportées par des prestataires, des capteurs intelligents déjà intégrés au bâtiment ou des applications support pour l'environnement de travail. La question se pose maintenant de savoir comment on gère ces données, pourquoi faire, est-ce qu'il est intelligent de toutes les traiter ou pas. Tout ça évidemment pour des raisons essentiellement de coût. Et surtout, est-ce qu'il est aussi simple que ça de faire parler ces applications entre elles, de les faire communiquer? Comment faut-il s'y prendre pour aller rapidement au but et que ça coûte le moins cher possible? Et oui. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour et c'est aussi le sujet même du mois, de la semaine, parce que j'ai assisté à je ne sais pas combien de séminaires, de webinars cette semaine sur ces sujets du smart building, de l'interopérabilité, etc. On sent que voilà, rien que ce matin, il y en avait déjà 2, voilà, auxquels j'ai participé. Alors on va s'intéresser donc à la façon dont les directions de l'environnement de travail gèrent leurs données aujourd'hui avec des retours d'expérience et la présentation d'un outil qui pourrait se révéler décisif pour faciliter la construction et le fonctionnement de nos systèmes d'information immobilier, à savoir le R2S Connect. Alors, vous avez dans la rubrique sondage d'ailleurs des sondages qui vous sont proposés, notamment l'un où on vous demande si on vous a déjà demandé la façon dont vous traitiez les données issues du périmètre immobilier, voilà comment vous les traitiez. Vous pouvez commencer à répondre. Et puis on vous demande aussi un petit peu les outils que vous utilisez aujourd'hui. Dans une autre question, où vous pouvez d'ailleurs, vous avez plusieurs choix possibles, donc n'hésitez pas dans la rubrique sondage à aller répondre au sondage. Voilà. Avant ces retours d'expérience et donc la présentation de cet outil dont je vous parlais, on a demandé à Thierry Alliot, membre du comité de pilotage du club digital, de partager avec nous une version simplifiée de ce qu'est un système d'information immobilier. C'est le moment de la rubrique de Thierry Alliot et merci à Thierry de nous rejoindre.
Voilà, bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Voilà. Et bien, merci de ta présence à nos côtés. Et c'est toi, donc tu as eu la redoutable tâche de devoir schématiser assez simplement ce qu'est un système d'information immobilier. Alors, on va le voir d'ailleurs tout de suite à l'écran. Tu t'es attelé à la tâche et voilà le beau schéma qui en a résulté. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Alors, je vais faire relativement court. L'idée générale est d'expliquer des systèmes qui existent aujourd'hui, donc en bleu, qui n'ont pas d'interface avec les utilisateurs, en rose, qui ont des interfaces avec les utilisateurs, et qui aujourd'hui, généralement, sont considérés comme des systèmes indépendants. La GTB parle à la GTB, point. Les utilisations externes de la GTB sont assez faibles. L'idée générale de cette évolution aujourd'hui, c'est de faire parler les systèmes entre eux. Soit et donc le point de connexion entre ces différents systèmes s'appelle un API. C'est en gros un traducteur entre un système et un autre. Si on fait parler tous les systèmes à tous les autres, ça devient tout de suite un système très compliqué. L'idée générale ici, c'est dans l'architecture logique de passer par un point central qui est une énorme base de données qui fait que tout le monde parle la même langue. En gros, c'est tout le monde parle latin. Il suffit de parler une langue et tout le monde parle à tout le monde. Et c'est l'idée générale de ces API et de ce type d'architecture logique, c'est-à-dire qu'on crée une base centrale. Cette base centrale permet d'interagir et d'être le point de repère, le point de référence pour l'ensemble des systèmes existants ou futurs. Ça peut aussi inclure des connexions vers l'intranet, tel que je l'ai indiqué là, et ça peut aussi inclure des connexions vers l'extranet. Mais ça veut dire typiquement, l'internet. Ça veut dire aussi que quand on construit ce type d'architecture, par exemple, on veut un nouveau système de tickets, et il suffit juste de dire qu'il doit interfacer avec la base de données centrale selon les caractéristiques X de l'API, et partant de là, c'est terminé. Si en plus on a un des gros acteurs du marché, par exemple, qui par sa masse génère une norme, tout le monde va être, si on prend le monde du PC, tout le monde va avoir des pilotes compatibles Windows. Et ben là, c'est un peu la même logique. Voilà, je fais très court et très synthétique, mais c'est l'idée générale. Ouais. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur le chat à Thierry. Dominique, ça t'inspire, j'imagine, ce schéma. Ça te parle? Alors moi qui suis très très loin des considérations informatiques, ce qui me parle surtout, c'est la multitude des voies par lesquelles arrivent les données et la différence avec lesquelles il faut traiter. On ne peut pas travailler de la même façon avec la connexion d'une application d'un prestataire, d'un gros prestataire ou d'un petit prestataire, et la connexion avec des systèmes d'information intégrés dans le bâtiment. Donc, sur le document, ça a l'air relativement simple, même s'il y a des flèches dans tous les sens. Par contre, le vrai sujet, c'est comment on rend ça encore plus simple. On le voit, les flèches ont toutes la même couleur et pour autant, la difficulté qui réside dans cette flèche est très très différente en fonction de là d'où part la donnée et de l'accueil qu'on est capable d'en faire. Donc ça mériterait en fait qu'on grossisse plus ou moins les traits pour montrer à quel point ça peut être compliqué et soit très fluide et très simple de la même manière, quelle que soit la source de la donnée. Oui. Thierry, tu confirmes, évidemment. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Et je rajouterai un élément complémentaire, c'est que toute cette difficulté se pose également dans le temps. C'est-à-dire que tous ces systèmes vont avoir des mises à jour, des nouvelles versions, etc. Et à chaque fois, on rebelote tout. Donc, l'idée générale, c'est pas quand on paye pour une solution, on veut avoir cette solution, point. Mais si un an après, il faut repayer pour une nouvelle API, pour un nouveau truc, bref, ça devient une dépense permanente, une quête permanente sans jamais atteindre réellement le but. Donc, c'est le chantier permanent, c'est la cathédrale, quoi. Donc, ça devient très compliqué à gérer sans avoir une architecture cible et une démarche très structurée. On nous demande, Patrice Lachaud, salut Patrice, combien de temps pour créer cette base de données avec cet interfaçage pour arriver à ce schéma-là? Il faut. Tout dépend ce qu'on veut faire. Un peu de travail, faut déjà un peu de travail. D'ailleurs, ça va être un peu l'objet de notre table ronde après.
Ça Ouais. peut être relativement court, entre guillemets, hein, relativement court. On peut parler de quelques mois. Mais tout dépend de la maturité des. Voilà. De quoi, Non, mais tu as raison. Dominique? Vas-y, tu as parfaitement raison. C'est une question de maturité, c'est une question d'objectif cible. Si jamais on veut un système compliqué avec plein d'interfaces, Tout etc. dépend de la. Oui, vas-y, Hmm. Dominique. Et tout dépend aussi du budget qu'on est capable oui. d'y mettre. Oui. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite après. Merci de cette transition et merci d'avoir fait ce travail, hein, Thierry, parce que c'est vrai que on va parler aussi après de ce que sont les API, c'est quoi une API, et on sent que c'est souvent là que ça frotte aussi un peu. Très souvent là. Et oui, parce que Patrice qui nous dit mais plus personne n'a de budget. Bon, alors oui et Ah ouais. non. Disons qu'il faudrait que chacun prenne conscience qu'il faut y affecter du budget. Alors ce matin, je participais justement à un webinar sur ce sujet du smart building. Et malgré tout, on sent que aussi du côté des foncières et des gros opérateurs prennent conscience que les bâtiments vont avoir une valeur d'autant supérieure qu'elle va pouvoir offrir des services. Et donc, ils réfléchissent quand même tous à en faire des smart buildings, malgré tout. Il y a quand même eu la question sur qui paye, au bout de, in fine, tous ces investissements. Bon, évidemment, ça peut être les locataires, mais les locataires peuvent aussi s'y retrouver si ça offre des services et puis une productivité supérieure. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure quels peuvent être les ROI, si on peut parler en termes de ROI. Et voilà, un coût de fonctionnement réduit de ces services. Mais oui, ce que nous dit Anne, la donnée peut apporter de la valeur avec un retour sur investissement très significatif. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et Anne, tu pourras complètement intervenir également à travers le chat sur ce sujet. Merci beaucoup Thierry et on va maintenant du coup accueillir pour notre table ronde. Thierry, tu restes avec nous, tu peux tu ne disparais pas. On va accueillir Eric Albisture et Alexandre Fount pour notre table ronde tout de suite. Voilà, merci beaucoup à Eric et à Alexandre de nous avoir rejoints. Alors, Eric, tu es directeur environnement de travail chez Tereos et tu es aussi le secrétaire général adjoint de l'ARCEG et membre du comité de pilotage donc, du Club Digital. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci. Et Alexandre Fount, président de Tevolis, président aussi de la commission R2S Connect de la Smart Building Alliance. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Voilà, on vous entend bien et merci de nous avoir rejoints. Alors, pour démarrer, moi, ce que je voudrais, c'est vous entendre, Dominique, Thierry et Eric, sur les retours d'expérience que vous avez eus, les plus récents, si possible, sur ce sujet de la gestion de vos données immobilières. Alors, Dominique, évidemment, je sais qu'il y a eu une opération importante récemment chez Saint-Gobain avec la construction et la mise en exploitation du nouveau siège. Thierry, je sais que tu as participé toi aussi à une opération récente, tu pourras nous faire un retour d'expérience. Et Eric, ça m'intéresse aussi de savoir quelle est ton approche actuellement sur ce sujet de la gestion de vos données immobilières. Alors, l'idée, c'est de pouvoir partager ensemble finalement les objectifs, les grandes étapes, peut-être que vous avez vécu à travers vos projets récents, les difficultés, et puis de partager avec nous quelques bonnes idées, quelques bonnes pratiques, et puis des solutions que vous auriez identifiées. Alors, je vais démarrer avec Dominique, honneur à notre animatrice du club, et puis qui a récemment mené une opération importante. Dominique, est-ce que tu es avec nous? J'ai l'impression que ça a bugué, non, au niveau de la connexion. Oui? Allô, allô? Pas sûr. OK. Bon, en attendant qu'on récupère Dominique, Thierry, est-ce que tu veux démarrer et nous faire un retour d'expérience de ta propre expérience récente
sur un projet important. Hein. C'était, je crois, aussi d'ailleurs sur une tour à la Défense, non? Exactement, sur une tour à la Défense de l'ordre de 50 000 mètres carrés. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, alors la connexion est pas très bonne, Dominique. Donc, j'ai demandé à Thierry va nous faire son retour d'expérience le temps que ta connexion s'améliore. Voilà. Donc, c'est un immeuble qui est extrêmement certifié, qui pendant longtemps a été l'immeuble le plus certifié de France, qui a X certifications environnementales, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans les échanges entre le locataire principal et le propriétaire est apparue la difficulté justement liée à ces différents exercices de l'immeuble intelligent, etc. C'était très vendu, très présenté. Donc ça revient à ce que tu disais sur les foncières qui veulent trouver de la valeur ajoutée par ces croisements d'informations, tous ces éléments-là. Ça inclut le BIM également dans l'équation. Et au fur et à mesure des échanges, le locataire s'est rendu compte qu'on allait lui demander environ 70 000 euros par an pour maintenir toute une série de bases de données, du BIM, etc. Sauf qu'à l'issue de ça, s'il voulait accéder à ces données, fallait qu'il paye parce qu'il n'en était pas propriétaire. S'il voulait utiliser ces données pour des applications, etc., il n'y avait aucune autorisation préalable. Donc, c'était on paye, on paye les travaux pour trouver les interfaces, les API, etc. Bref, il s'est rendu compte que n'ayant pas intégré ce type de questionnement dans les travaux de préparation, il avait énormément de difficultés à profiter quelque part de ces multiples services et valeurs ajoutées qui, de fait, existaient dans l'immeuble. Et est-ce que du coup, vous avez trouvé des solutions? Enfin, qu'est-ce que tu as identifié comme piste justement pour améliorer ce que tu es en train de nous décrire, finalement de pas avoir la maîtrise de ses propres données, quoi. Hein, c'est ça. C'est exactement ça. La maîtrise et la propriété, absolument. Alors. Déjà, de l'inclure dès le départ quand on a un bail, etc., de faire une annexe spécifique sur ces données qui couvre l'ensemble des données pouvant exister concernant son propre fonctionnement. Le fait qu'on allume une lumière à un endroit, c'est une donnée qui, quelque part, a de la valeur parce qu'on peut en tirer plein d'informations et plein de valeurs ajoutées. C'est le principe de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les mobiles ou autres. Hein. La donnée indirecte est la plus grosse source de valeur aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est d'y penser dès le départ. La deuxième chose, souvent, c'est de pouvoir, si on a cette sensibilité-là, pouvoir avoir une certaine autonomie. Soit parce qu'on est propriétaire du bâtiment, soit parce qu'on se construit un réseau, soit un réseau d'IoT, soit un réseau de… Quelque part, faire ce qu'a fait Dominique, et je pense que son exemple sera très parlant, mais je pense que c'est le chemin à suivre sur des solutions de grande taille. Sur les solutions de petite taille, je dirais que c'est un peu plus compliqué d'avoir la bonne solution. Tout dépend de ce qu'on veut faire, en fait. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais je pense que on peut déjà écouter Dominique quant aux solutions de gros volume. Je pense que son exemple, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Juste avant, tu nous as parlé du BIM, ta vision sur le BIM. C'est très utile pour les constructions. C'est généralement utile pour les propriétaires. C'est parfaitement inutile pour les utilisateurs. Ce que j'entends aussi, c'est que c'est relativement… Voilà, ça a un coût, hein, pour le coup. Ouais, je rajouterais une chose, c'est que le BIM de niveau 2, qui est généralement celui qui est mis en place parce que le sol est obligatoire, ne concerne que les structures. Ce qui veut dire que tout ce qu'on peut faire en aménagement intérieur, qui serait la réelle valeur ajoutée, les cloisonnements, les sièges, bref, tout ce qu'on peut faire réellement dans un BIM, mais là, un BIM de niveau 3, généralement, c'est jamais en place et ça coûte tellement cher que les gens ne le font pas. Ouais. C'est sympa la maquette numérique, etc. Mais c'est vrai qu'aussi ça a un coût, hein, à maintenir, hein, parce que tout ça doit être… C'est très simple. Qui va dépenser 500 euros pour déplacer un robinet et 2000 euros pour que le robinet soit déplacé sur le plan du BIM? Personne. Ouais, ça coûte, oui. Dominique, est-ce que la connexion est revenue? Est-ce que tu m'entends? Moyen. Vous m'entendez? Un peu, vas-y. Moi, je vous
entends bien. Ouais, écoute, nous, on t'entend très loin. Tu sais, à cette époque où ça faisait ding-ding-dong dans les réseaux de communication Moyen. mobile, ouais, voilà. On est revenu au moment des réseaux mobiles qui fonctionnent moyen. Mais sinon, oui, coupe la vidéo et puis peut-être que le son passera mieux. Je vous entends. Non. Pourtant. Écoute, tu nous diras plus tard quel est ton opérateur, hein, plus tard. Parce que je suis pas sûr qu'on choisisse du coup. Alors, chez nous, il y a eu deux choses très séparées. Et tout ce qui était ouais, non, on t'entend vraiment pas. Comme ça. Ouais, on t'entend vraiment pas. Alors peut-être bascule sur alors si ça se trouve tu es en connexion Wi-Fi, peut-être qu'en passant sur ta connexion 4G, finalement ça passera mieux. En attendant, je vais demander à Eric de faire pareil le même exercice, hein, de nous faire un peu ton retour d'expérience sur ton approche actuelle ou récente du sujet, la manière de gérer tes données. Est-ce que c'est un sujet en interne? Est-ce que tu as des objectifs particuliers que tu t'es fixés sur ce smart building ou en tout cas une intégration de tes données immobilières de quelque source qu'elles viennent? Pour faire écho à ce que dit Christophe sur le chat, Christophe, moi non plus, je ne comprends pas grand-chose, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faut être propriétaire de sa donnée et qu'il faut savoir ce qu'on veut en faire. Donc moi, en tant que pilote, ce qui m'intéresse, c'est de croiser les données de différentes sources pour pouvoir analyser et piloter des situations, c'est-à-dire, par exemple, si je veux analyser le plan de charge d'équipe d'exploitation, je veux croiser les données des différents prestataires auxquels cette équipe d'exploitation, avec laquelle cette équipe d'exploitation travaille. Donc pour mon retour d'expérience, si tu veux, plusieurs gros opérateurs de la place de Paris m'ont vendu, tu sais, le truc de Thierry, le truc rouge avec les API à côté, à budget maîtrisé, mais toutes ces grosses entreprises m'ont fait rêver et il s'est avéré que c'était pas vrai, puisque beaucoup te disent qu'elles savent te faire un data warehouse ou un puits de données pour que tu puisses tout retrouver au même endroit et travailler avec, mais c'est pas vrai. Et on a le risque de coût qu'évoquait Thierry ou qu'évoquait Dominique, et de se dire globalement, quand tu veux que deux personnes qui ne parlent pas la même langue se parlent, eh bien à un moment, soit tu arrives à trouver un langage universel pour qu'elles se parlent, ou en tout cas au moins et dans ce cas-là, ce langage universel est adopté par tout le monde et on y arrive, soit tu n'arrives pas et tu bricoles, et ça te coûte très très cher sans garantie de résultat. Donc moi, la réaction que j'ai eue à cette déception, elle a été très simple, c'est que je suis retourné sur Excel. Voilà, donc je vais prendre ma donnée dans mes 25 systèmes d'information de mes 25 prestataires, je shoot ça dans Excel et je paye quelqu'un qui me fait du tableau croisé dynamique à tout va. Et pour l'instant, je bricole avec ça, donc ça me permet de travailler, ça me permet de répondre à mes impératifs opérationnels, mais je sais que je suis à 10% de ce que je pourrais en tirer parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et que je ne sais pas aller chercher aujourd'hui, alors que la donnée, comme le disait Thierry, elle est là, elle est disponible. Donc voilà, donc je milite moi aujourd'hui pour être propriétaire de ma donnée. C'est mon seul leitmotiv, quel que soit le format, quelle que soit la source. C'est que dans mes contrats, je suis propriétaire de ma donnée. Si c'est pas écrit, je travaille pas avec la personne. Voilà, c'est pas compliqué. La seule exception, c'est EDF et la Poste, hein, parce qu'avec eux, on peut pas discuter. Mais sinon, pour tout le reste, si je ne suis pas capable d'être propriétaire de ma donnée, je ne travaille pas avec. Après, le niveau de maturité, parce que même ceux qui sont dans le digital, eh bien, ils ont une niveau de maturité qui est proche de 0. Parce que quand tu leur dis qu'il faut qu'ils discutent avec quelqu'un avec qui ils ont une interface, ils le découvrent alors qu'ils le savent. Donc on est en pleine exploration. On a besoin de gens comme Alexandre pour qu'on puisse définir ce langage universel à un moment ou à un autre, pour qu'on puisse, un petit peu comme l'a fait la sûreté il y a quelques années, imposer un cadre à tous ceux qui sont amenés à se parler, pour qu'on puisse, maîtriser le risque, maîtriser les investissements et l'imposer à tout le monde. Donc, pas une bonne expérience, mais on trouve des solutions. Alors, ce sujet quand même, hein, de la maîtrise de la donnée et du partage,
Je le retrouve dans quasiment tous les conférences, tous les webinars qui portent sur notre sujet. Ce matin, c'était Google qui en parlait, et Google, mais c'est Google, hein. Donc ils ont, je ne sais pas combien de surface dans le monde. Eux, ils imposent, hein. C'est-à-dire que eux, ils disent, nous, on vient chez vous, qu'on soit locataire unique ou multilocataire, que si on peut maîtriser la donnée, voire maîtriser du coup l'intégralité de la donnée du bâtiment, même si on n'est qu'un locataire parmi d'autres. Oui, mais Google, au-delà d'être Google et par sa taille, Google, son ADN, c'est la valeur de la donnée. Et donc, oui, même si c'était une micro-société, vu la nature de leurs données, de leurs revenus, ils savent très bien, enfin, ça fait écho à ce qu'ils disaient, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, ils sont. Moi, je ne suis pas Google, mais j'ai le même réflexe que si je ne suis pas propriétaire de ma donnée, je ne travaille pas avec toi. Oui. C'est leur cœur de métier et ils s'en sortent très bien. Je crois. Oui, ça leur réussit. On voit dans la rubrique sondage que vous êtes quelques-uns à continuer à utiliser la feuille Excel, hein, puisqu'elle arrive en numéro 3 des… Ah, je ne suis pas tout seul, donc tout va bien. Voilà, des outils les plus utilisés, après les applications de prestataires, voilà, des applications d'accueil, de restauration, voilà, qu'on retrouve quand même beaucoup sur les sites, des outils de ticketing qui sont très utilisés, c'est normal, hein, historiquement, de gestion des demandes, des dysfonctionnements, devant la feuille Excel et puis la supervision GTB, GTC. Peut-être à préciser, excuse-moi Lionel, j'ai tous ces systèmes, hein, j'ai des outils, systèmes, sauf que comme ils ne se parlent pas, et je les fais se parler sur Excel. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs réponses possibles, hein, parce que je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, hein, à utiliser la feuille Excel comme intégrateur, finalement, des données qui proviennent d'autres outils. Lionel, c'est logique, c'est le seul qui ne demande pas d'investissement. Oui, qui est peut-être le plus facilement maîtrisable, voilà, aussi, par beaucoup de monde. On voit que également, c'est très partagé entre vous sur le sujet des demandes qui vous sont adressées par votre direction, justement sur ce sujet du traitement des données immobilières, de ce que vous en faites aujourd'hui. Tu parlais, Eric, des objectifs opérationnels que tu as. C'est quoi les objectifs, en fait, que tu cherches à poursuivre ? Mais les objectifs, c'est-à-dire que aujourd'hui, je croise la donnée de mes taux d'occupation avec mon exploitation immobilière ou ma maintenance. Je croise mes données d'utilisation de mes mètres carrés avec l'orientation ou la priorisation de mes prestataires de propreté, etc., de restauration. Donc c'est plus de concilier du service avec l'allocation du service à un lieu. Voilà, aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, voilà, donc à partir de là, naturellement, un référentiel de type mètre carré pourrait être un référentiel commun à tous les services. Ça pourrait être une piste, mais aujourd'hui, on en est très loin. Ok. Thierry, Dominique, est-ce que tu nous entends maintenant? Tu es revenu, je vois. Est-ce que tu nous entends, Dominique? Allô, allô? Je n'ai pas encore l'impression. Thierry, dans ton cas, quelles données étaient produites? C'était quoi aussi les objectifs in fine du projet dont tu nous as décrit tout à l'heure rapidement les tenants et les aboutissants? En fait, ça peut paraître étonnant, mais au départ, il n'y avait pas d'objectif. Parce que quand je suis intervenu, en fait, les choses étaient relativement avancées et ils ne s'étaient absolument pas rendu compte de l'importance de la donnée. Donc, l'annexe avait été écrite par le propriétaire et à peu près pas questionnée par le locataire. Et au fur et à mesure des échanges, ils se sont rendus compte des multiples avantages qu'ils pouvaient tirer de ça. Au-delà de payer, au-delà des questions d'argent qui sont un problème, certes, mais… Moi, je vous entends bien, et vous? Ah. Alors, on t'entend, mais alors manifestement, il y a un gros décalage, Dominique, entre nous. C'est pas encore très fluide. On va laisser Thierry terminer, puis je reviens vers toi.
Oui, donc ils étaient pas conscients de la chose au départ, et au fur et à mesure des exemples qu'ils ont pu voir sur croiser entre différents systèmes, je ne sais pas comment vous dire ça, par exemple, gérer les badges en sachant qui est autorisé à accéder au bâtiment, en gros, qui est affecté. C'est-à-dire croiser les systèmes d'information de la data liée à la RH, au système de sûreté, au système donc au système d'accès et tous ces systèmes-là. Ils avaient absolument pas intégré, ils avaient des systèmes complètement indépendants, mais ils voyaient pas l'intérêt et la facilité que ça allait leur donner. Soit parce que ça leur réduisait leur coût de fonctionnement, soit ça leur apportait de la valeur ajoutée, soit les deux. Et on pourrait parler d'un tas de trucs comme des déménagements, comme le fait de reconnaître une personne et de gérer l'arrivée dans une pièce, par exemple dans son bureau, automatiquement elle rentre parce qu'elle est reconnue avec son téléphone et on règle des températures, etc. C'est en fait techniquement pas très compliqué à la condition d'avoir prévu la structure et la logique. Ce dont on parle là, c'est les questions de structure et de logique. Mais une fois que c'est fait, un capteur, ça vaut 10 euros. C'est pas tellement ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir l'infrastructure qui va supporter le capteur et la base de données qui va permettre ces interactions. Ça, c'est un coût. Mais le reste, c'est pas. Et la question d'être propriétaire de la donnée et d'y accéder librement. Alexandre, est-ce que merci Thierry, est-ce que ces résultats que tu vois ici te surprennent justement, hein, et puisque tu as entendu de Thierry et d'Éric, c'est quand même malgré tout encore des difficultés à faire parler ensemble, communiquer ensemble des outils différents dans le bâtiment, quoi, hein. Même si on voit qu'il y a des briques un petit peu partout aujourd'hui, tout le monde cherche la manière de bien faire parler toutes ces briques et de rassembler toutes ces données pour en faire quelque chose. Ah mais c'est sûr, alors bien évidemment, ça m'attriste. Voilà, je vais pas te dire que je trouve ça top, non, je trouve ça plutôt affligeant, ce que j'entends, et d'autant plus affligeant que c'est la réalité. Voilà, j'aurais tendance à le résumer un peu, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais pas en redire ce qui a été dit, mais c'est un peu, bien souvent, moi, quand j'interviens, c'est promesse et déception. C'est les deux mots-clés, quoi. On m'a beaucoup promis et je suis hyper déçu. Alors, Eric, oui, j'aimerais dire, Excel, n'importe quoi, arrête ça tout de suite. J'aimerais te le dire. Mais, t'es dans le vrai. Bon, voilà. Thierry aussi. Et je suis d'autant plus embêté que j'interviens aujourd'hui et j'aimerais annoncer plein de bonnes nouvelles, dire c'est génial et tout. Et là, en quelques instants, il y a des éléments qui, en plus, rendent les choses encore plus compliquées. C'est qu'on dit il y a des API. On a tous bien compris que c'était hyper important, ces API-là. Mais en plus, il n'y a pas une API, il y a au moins 3 grandes catégories de familles d'API dans un bâtiment. Alors déjà, ce n'était pas forcément simple avec une API, mais il y a 3 grandes familles. Il y a tout ce qui est lié au terrain, donc c'est l'occupation, la disponibilité, c'est les capteurs qui remontent des données de confort, voilà. Mais il y a aussi les API de systèmes centraux, donc c'est quoi? C'est typiquement les gestions techniques des bâtiments, c'est tout ce qui va être les contrôles d'accès, ainsi de suite. Et puis on a tous les systèmes externes au bâtiment, mais qui ont aussi beaucoup de valeur. Restauration d'entreprise, facility management, ainsi de suite. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ne partez pas, parce que d'après ce que je vous dis, vous pourriez dire, finalement, allez, moi j'abandonne, Eric a raison, j'abandonne l'API, je suis content de parler d'API, c'est fini, au revoir, on n'y arrivera jamais. Non. Et puis, si on écoute Lionel, on pourrait dire, oui, tant qu'il n'y aura pas un espèce de standard comme sur le PC, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Microsoft était quand même un petit peu un acteur fort. Vous aviez Apple, et bon an, mal an, quand ils imposent, par exemple, le bus USB, allez, ils pourraient quasiment se rencontrer dans un bar et se mettre d'accord sur le standard. Ils sont une poignée, 4-5. Dans le monde du bâtiment, c'est des centaines d'acteurs. Et bien, pour autant, tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que, ça a été dit, donc je ne vais pas le redire en détail, le cœur, c'est l'interopérabilité. Et même si on ne parle pas le même langage, on peut communiquer ensemble. Dans le monde entier, il y a beaucoup de langues et pourtant, on arrive à travailler ensemble.
Donc ça, l'interopérabilité, ça existe, ce fameux traducteur informatique. Mais ça veut dire qu'il faut de l'ouverture et clairement, je vous l'assure, les services, pour qu'il y ait des services, il faut des API. Alors, vous devez me croire un petit peu sur parole, mais pas que. Tout ce qui a été dit avant, c'est vrai. Il faut des API, mais pas n'importe quelle API. Et alors on va y revenir sur les API parce que il va falloir expliquer, Alexandre, ce qu'est. On va y revenir ce qu'est une API parce que évidemment Thierry nous en a parlé, tu viens de nous en parler, on en entend beaucoup parler et on sait que ça va être essentiel, fondamental, tu viens de le rappeler, pour réussir à construire ces systèmes d'information immobilier intégrés. Donc ici, on a essayé de voir, je ne sais pas si Dominique, tu as récupéré une communication fluide ou pas. Tu me fais signe quand tu sens que tu es connecté avec nous. Voilà. Oui, Anne, bien sûr, API, c'est Application Programming Interface. On va voir un petit peu ce que c'est un petit peu après. Donc là, on voit que les données qui sont produites sont multiples, proviennent du bâtiment, elles proviennent d'applications externes, de nos amis prestataires de services et de tas de logiciels dont nous nous sommes dotés au fur et à mesure. Donc, comment les récupérer, pourquoi faire, vous avez un petit peu expliqué à travers vos projets, Eric et Thierry, qui les analyse et sous quelle forme et qui les met à jour, c'est aussi un vrai sujet. Moi, la première question aussi que je voulais poser, c'est par quoi commencer? C'est-à-dire, à votre avis, est-ce que maintenant, avec le recul, vous vous diriez, est-ce qu'il y a une architecture ou une brique de base qu'il faudrait privilégier? Je sais ce que va me répondre Anne. Donc, je vais plutôt demander à Thierry, à Eric ou à Alexandre si, voilà, eux, ils nous disent il faut démarrer, il faudrait démarrer par quoi idéalement? Qui veut prendre la parole? Eric? Démarrer par quoi? Démarrer par qu'est-ce qui est commun à tout. Donc, j'avais envie de dire l'espace, puisque les services se déversent dans l'espace. Après, j'aurais besoin d'un Alexandre pour qu'il me dise voilà la langue que je te propose de parler, tout le monde la comprend. Voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit peu ça. Donc moi je commencerai par l'espace et dessus je viendrai greffer l'ensemble des briques. Ça pourrait être le référentiel, mais ça se trouve l'espace n'en est pas. Il n'est qu'une source de données comme une autre et dans ce cas-là il faut être ce qu'on appelle plus d'un puits de données qui est globalement un espèce de coffre qui collecte toute la donnée, y compris de l'espace, mais comme n'importe quel autre service. Et voilà, donc Dominique, Dominique, tu peux réagir à travers le chat, parce que évidemment, avec ton retour d'expérience, maintenant, après coup, tu peux peut-être nous dire toi aussi par quoi il faudrait commencer. Je pense qu'il y a aussi une gouvernance interne à mettre en place. Je ne sais pas, peut-être avec sa DSI ou avec voilà, pour pas perdre de temps, parce que je sais qu'on peut en perdre beaucoup quand on se lance tout seul. Thierry, quelle est ta vision aussi? Ah ouais, non, mais moi, je partirais de deux systèmes existants. On a tous des systèmes. On a des GTB, on y accède ou pas, mais globalement, ça existe. Et l'idée générale, c'est de dire, voilà, d'en reprendre deux, quelque part de chercher une petite victoire, c'est-à-dire de prendre deux systèmes existants, de voir la valeur ajoutée ou le service qu'on pourrait générer en les faisant s'interfacer, mais pas faire la version simple et créer un API qu'il faudra développer en permanence, mais justement de mettre cette base de données en place à une échelle plus petite. Ça peut se limiter à un PC, une base de données, c'est pas non plus un truc gigantesque, et commencer petit et faire sa victoire à partir de là. Une fois qu'on aurait réussi à convaincre les différents donneurs d'ordre qu'on a pu créer de la valeur ajoutée et des solutions simples et utiles pour chaque utilisateur avec simplement un PC et un interfaçage, à ce moment-là, on va pouvoir, je dirais quelque part, avoir une écoute qui permettra d'aller vers d'autres étapes. Mais je pense qu'il faut aller vers une victoire, entre guillemets, une victoire facile,
qui permet de poser la structure. Et quand on a l'idée générale de l'architecture, il suffit juste de poser la première brique et après on va monter le mur, quoi. Ouais. Dominique réagit parce que c'était aussi une de mes questions, s'aligner avec sa DSI et la cybersécurité pour définir ce qui est acceptable, incontournable en matière d'API, parce que on peut là aussi perdre du temps beaucoup en aller-retour avec sa DSI si en termes de cybersécurité on s'est pas mis d'accord dès le départ, non? Ah oui, et là je rajouterai un point d'importance, c'est que tous ces systèmes-là sont quelque part assez peu protégés parce que assez peu à risque. À l'inverse, la DSI s'occupant généralement du réseau informatique, puisque c'est leur cœur de métier, les besoins de sécurisation sont nettement plus élevés. Ce qui veut dire, pour faire extrêmement basique, si vous connectez une machine à café pour la télémaintenance à l'externe, et si vous lui appliquez les règles de sécurité correspondant à un PC, vous allez tout de suite tomber sur un os qui sera à peu près insurmontable. Donc, une des clés, c'est d'abord de discuter avec la DSI pour dire, voilà, je voudrais un réseau virtuel, ce qu'on appelle un VLAN, je voudrais un réseau virtuel dédié à des usages qui ne soient pas des usages PC classiques et qui n'ont pas besoin d'avoir une sécurisation XXL, je dirais normale pour un fonctionnement métier, mais pas du tout pour ce type de petits usages. Et là aussi, ça fait partie des échanges. Mais restons clairs, généralement, il y a une guéguerre entre la DSI qui veut récupérer du budget et l'environnement de travail qui se dit que quelque part, ce serait pas non plus idiot parfois d'avoir quelqu'un avec ce type de compétences en interne et de gérer la chose en interne et d'avoir carrément un réseau totalement indépendant de la DSI. Il y a plusieurs écoles et après, ça dépend des entreprises. C'est vrai. Ce matin, j'ai assisté justement à un webinaire où ils discutaient aussi de ce sujet. Eric, toi, ta DSI, ils sont comment avec toi? Ils sont partenaires, ils t'aident. C'est un sujet sur lequel vous travaillez en commun? Je leur parle pas. Ok. Bon. Non. Sujet suivant. Sinon, si je peux éviter de leur, c'est comme le dit Thierry, on a des enjeux qui sont opposés et aujourd'hui, si je peux faire sans, je fais ça. Je peux pas toujours, mais si je peux faire sans, je fais ça. Donc. Et ils t'embêtent pas en termes de cybersécurité, etc. Justement? Non, puisque les solutions que je choisis sont plutôt des solutions en SaaS. Donc, je les fais, je les fais dialoguer entre elles en dehors de mon réseau. Voilà, ça fait partie d'une de mes chimères. Dominique qui nous dit que chez Saint-Gobain, dans le centre d'équipe, ils ont fait le choix d'intégrer au sein de l'équipe un profil IT. Thierry en parlait. Alors, dans la préparation, on a entendu aussi que de plus en plus s'annexer au bail ce qu'on appelle des e-annexes. Je me demandais quel était cet outil. D'abord, dites-moi dans le chat si vous aussi vous en avez entendu parler, si vous-même en avez déjà négocié. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Voilà, je me demandais quel était l'intérêt et quel pouvait être le contenu d'une e-annexe au bail, Thierry. C'est globalement ce qu'on a évoqué, à savoir qui est propriétaire de la donnée, qui héberge la donnée, qui peut traiter la donnée, qui peut y accéder et à quel prix souvent. Qui est propriétaire. Souvent, il y a un réseau qui est associé à ça. Qui est à ce réseau et ensuite derrière l'ensemble des services. Donc, et là, on revient sur la question du R2S, très clairement. Ces interactions, je dirais quelque part, elles sont aussi une question de normes, mais elles sont aussi une question d'interfonctionnement. Comment vous dire? Le propriétaire va construire son immeuble. Il ne sait pas quel locataire va venir, ni avec quel besoin. Quand le locataire arrive, il s'adapte à l'environnement. Donc, l'idée de base du propriétaire, c'est, comme je disais, récupérer le maximum d'informations pour le vendre au locataire. Mais en supposant qu'on tombe sur un accord intelligent type une e-annexe, je dirais, qui soit équilibrée, à ce moment-là, en fait, cette e-annexe va générer un partenariat entre un besoin et des activités d'un locataire, un besoin et des activités propriétaires, et je dirais idéalement retirer l'équation valeur de la donnée du milieu, puisque ça va souvent être un frein au fonctionnement.
Donc, généralement, c'est ces éléments-là qu'on retrouve dans une e-annex. Et surtout de la souplesse pour le futur, parce qu'on n'est pas du tout certain de penser à tout. Donc, se garder des options ouvertes. Je pense que ça va se développer aussi. Alors, on va justement arriver aux API et je vais revenir auprès d'Alexandre et je garde en tête les remarques d'Amaury qui nous parle aussi, voilà, qu'il peut y avoir d'autres types d'interfaces et demande s'il y a des solutions qui passeraient et qui ne passeraient pas par des API. Avant ça, juste partager avec vous pour vous dire que Wavestone, par exemple, ils font tous les ans, et ils avaient fait ça en 2019 un petit peu, le panorama, le radar des startups du smart building en France. Je me disais que le club digital de l'ARCEG devait lui aussi faire son radar et je pense qu'on va faire notre radar nous aussi. Donc c'est intéressant, on y voit voilà, au moins catégorisé. Alors il y a des opérateurs que je connais qui ne sont pas forcément dans le radar, d'autres qu'on connaît bien, mais ce sont des outils, on voit rien qu'en regardant ce radar, le nombre d'intervenants qu'il peut y avoir autour du bâtiment dit intelligent, du smart building, c'est vraiment énorme. Et faire dialoguer tout ce monde-là ensemble, c'est une vraie gageure. Alors, je me retourne vers Alexandre parce que on entend parler de ces fameuses applications, API, qui permettent d'interfacer justement les outils. C'est quoi, simplement, si on essaie de décrire simplement, Alexandre, voilà, c'est quoi une API? Simplement, l'API, c'est ce qui va permettre à un système informatique de pousser de la donnée ou de recevoir de la donnée, des ordres typiquement, d'un autre système informatique. C'est uniquement ça. Donc c'est quelque chose, finalement, il faut le voir comme un traducteur, comme une passerelle, comme un lien. Alors pas une passerelle, mais un lien plutôt, qui permet à X systèmes de s'interopérer entre eux, c'est-à-dire finalement d'échanger de la donnée entre eux. Voilà, c'est tout. Ouais, très simplement. Et du coup, vous avez au sein de la Smart Building Alliance, on sait que vous avez travaillé sur un référentiel qui s'appelle le R2S, Ready to Service. Et depuis peu, vous développez aussi un autre référentiel, le R2S Connect. Et donc, l'idée, c'est que tu puisses nous présenter, parce que toi, tu es président justement de cette commission au sein de la SBA, que tu puisses nous présenter d'abord, pourquoi vous avez lancé cette démarche R2S Connect par rapport à R2S, et puis de nous la présenter simplement parce qu'on est un peu nul. Voilà. Non, c'est au contraire, je pense que nous qui avons un travail à faire pour faire connaître les choses. Alors, R2S Connect, c'est pas un deuxième, c'est pas une deuxième certification. La certification, c'est R2S, donc le Ready to Service. Actuellement, le R2S V1 et là, le R2S V2 là, qui sort. Et justement, dans le cadre du R2S V2, la commission R2S Connect a travaillé sur toute la partie interface, donc interopérabilité, et dans le R2S V2, il va y avoir ce volet interopérabilité. Okay. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que là aussi, je ne peux que… voilà, je suis un membre parmi d'autres de la SBA, on ne peut pas se blâmer, mais c'est quand même un problème. Quand le R2S V1 est sorti, il avait pour objectif de fixer un cadre sur ce qui allait permettre d'avoir des bâtiments ready to service, prêts pour les services. Ça veut dire que normalement, j'arrive avec des services, je peux les plugger. Et qu'est-ce qu'on avait mis dans le R2S V1? C'est les API sont obligatoires. On avait déjà mis ça dans le R2S V1. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les différents propriétaires, occupants, ainsi de suite, nous ont dit c'est bien gentil, mais promesse et déception. C'est-à-dire que oui, on m'a mis des API, mais derrière, je ne peux pas forcément les utiliser pour les services. Aïe, aïe, aïe. Et là, au niveau de la SBA, on a dit, bon, maintenant, dans le V2, il faut absolument, sur ce volet interface, il faut définir des choses précisément parce que sinon, il y a tout et n'importe quoi et au final, on ne s'en sort pas. Voilà. Okay.
Compris. Donc, c'est là que on revient à nos trois grandes familles d'API que tu nous as décrites tout à l'heure, les API dites de terrain, de systèmes centraux et de systèmes externes. Tu nous as parlé de l'interopérabilité, du fait que ces API sont des sortes de traducteurs informatiques, voilà, qui permettent aux logiciels d'échanger leurs données. Alors, sur quoi est-ce qu'il faut être vigilant? C'était une demande de Dominique de dire, sans entrer dans le détail du R2S Connect, qu'est-ce qui est important de savoir pour les directeurs et directrices de l'environnement de travail, de la démarche que vous avez entreprise, voilà, sur quoi est-ce qu'il faut être vigilant? Pour nous, alors au niveau du R2S Connect, juste un tout petit point pour comprendre, il y a à peu près 50 aujourd'hui participants qui sont soit, on a les grands industriels, fabricants qui sont, des intégrateurs, des grosses foncières, des occupants, et on a du coup, il y a trois points de vigilance. Pourquoi? Parce qu'il y a API et API, et en gros, aujourd'hui, tout est possible en informatique, hein, mais le problème, c'est que ça coûte cher. Et donc, les points de vigilance, l'objectif, c'est de sortir de ça, du tout est possible, mais au final, il va falloir banquer à chaque fois. Et pour sortir de ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut dire non au connectable, et clairement, on a besoin que les choses soient connectées dès le départ. C'est non à c'est interconnectable, parce que oui, tout est interconnectable, mais non, c'est interconnecté. Et ça veut dire quoi? Il n'y a qu'une façon de faire, enfin, selon nous, hein, selon la commission, c'est qu'il faut fournir aux prestataires, avec un X à O, c'est moi qui ai écrit cette phrase, donc je suis des prérequis complets et détaillés pour les API et la cybersécurité. C'est la seule solution, c'est de fixer les règles du jeu au départ, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déception à l'arrivée. Et que, en gros, c'est que n'importe quel décideur puisse prendre une décision éclairée. Moi, j'ai aucun souci à ce qu'un décideur dise « j'ai choisi un système pour lequel il n'y a pas d'API ». J'ai aucun souci à partir du moment où il le sait. Ou aucun souci pour que quelqu'un me dise « j'ai choisi telle API qui est limitée à telle et telle et telle et telle fonction, mais je le sais ». Voilà. Donc, c'est pour moi et pour nous, c'est que les choses soient claires et donc c'est des prérequis clairs. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce R2S Connect? Alors, le R2S Connect, c'est tout d'abord un cadre de référence. Ce cadre de référence, encore une fois, il ne juge pas, mais c'est plus de 80 critères, donc ce n'est pas juste une API, c'est 80 critères. Et on a défini ce qu'on appelle des conformités. Donc, c'est la conformité donc, pour toutes les API, quelles que soient les API, terrain, centraux, ainsi de suite. Donc là, on a défini un certain nombre de caractéristiques. Et ensuite, on a défini des caractéristiques spécifiques en fonction de la classe d'API, pour les API de terrain ou pour les systèmes centraux. Et l'intérêt de ce référentiel, en gros, c'est quoi? C'est que est considéré comme conforme au référentiel une API qui répond à la fois aux exigences de conformité de toutes les API et qui répond aussi aux exigences des API de cette catégorie. Voilà ce que ça veut dire. Okay. Et nous, on les a organisés en deux grandes façons de faire. D'abord, ce qu'on appelle des caractéristiques indispensables. Ça veut dire que on a eu unanimement, on dit, si l'API, elle ne propose pas ça, de toute façon, il y aura un problème. D'accord? Donc ça, c'est très clair. Et puis ensuite, on a dit, bah oui, il y a des critères, des caractéristiques qui nous paraissent importantes. Par exemple, pouvoir avoir un abonnement qui fait que lorsqu'une API évolue dans la version, automatiquement, celui qui a installé l'API sache que l'API évolue. Ça, on a dit, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très intéressant. Donc, on a noté de 1 à 3 des critères optionnels, 3 étant une meilleure note que 1. Voilà. D'accord. Okay. Donc, vous évaluez toutes ces API à l'intérieur de ce cadre de référence que exactement. Exactement. Et l'idée, c'est que n'importe quel industriel, donc les outils que nous, on a mis en place, parce qu'il y a un cadre et derrière, il faut des outils. C'est un peu ça le besoin. Donc, les outils, on a deux grandes catégories d'outils. D'abord, c'est un processus d'enregistrement qui permet aux industriels et aux éditeurs d'enregistrer auprès de la SBA, donc selon ce cadre de référence, le niveau de compatibilité d'une API. Okay. Et c'est enregistré, c'est
visible, enfin ça sera visible par tous, donc un petit peu finalement comme le comparateur de la FNAC il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu. Ouais. Et c'est-à-dire que vous évaluez le niveau de compatibilité. En fait, il déclare le niveau de compatibilité, c'est ça? C'est ça, c'est déclaratif, c'est exactement ça. L'enregistrement est-il payant, nous demande Guillaume. Alors, on ne souhaite pas que ça soit payant, parce que l'objectif, c'est pas de faire du business avec, c'est d'aider, on l'a bien compris, c'est quand même un gros problème aujourd'hui, donc c'est d'aider un maximum de monde. Oui, aider l'interopérabilité. Okay. Voilà, et nous, on pense que c'est le rôle aussi des éditeurs et des intégrateurs de jouer ce jeu-là, parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire que de toute façon, enfin, de ceux qui vont jouer ce jeu-là, il y en a beaucoup qui veulent, ça va clarifier le débat, et ça va permettre tout simplement de comparer des choses comparables. C'est tout. Et puis, deuxièmement, on a des programmes de formation. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, mais c'est super ce cadre de référence, mais moi, on a beaucoup de bureaux d'études, voire de foncières, voire d'éditeurs, mais surtout des bureaux d'études et des propriétaires ou des occupants qui nous disent, mais comment est-ce que je manipule ce cadre? 80 critères, c'est quand même beaucoup. Est-ce que je peux être accompagné? Et pour ne pas laisser un petit peu dans ce monde-là, tout est possible, tout est réalisable et retrouver des truands, parce que c'est un peu le problème, ou des éditeurs qui finalement vous disent non, mais vous inquiétez pas, je vais régler le problème et ils repartent de zéro. On a bâti au niveau de la SBA, et là c'est associatif, des formations de façon à ce que tout le monde puisse monter en compétences. Et on a 2 formations, formation sensibilisation, et on a un cursus avancé. Ok. Thierry, Eric, votre réaction à cette démarche R2S Connect, Thierry? Moi, je trouve ça génial. Très clairement, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque, d'avoir une clarté, d'avoir une norme. Comme on l'a dit, dans le monde du PC, la norme est venue avec la masse d'un Windows et d'un Mac. Et ça n'existe pas dans le monde du smart building, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui évoquait tout à l'heure la smart city, c'est encore une autre échelle et c'est encore plus compliqué, mais la problématique est absolument la même. Sans normes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans aucun monde, ni dans les télécoms, ni partout. Il y a besoin d'une norme. Or, il n'y a pas d'autorité, que ce soit public ou privé, qui permettent de tendre vers un point commun. Et clairement, la SBA a pris ce cheval de bataille, et bravo à eux, parce qu'il y a un vrai gros besoin. Aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui fait un appel d'offres sur un système quelconque, logiquement, doit demander ce type de normalisation. Ouais. Eric, ça et comme on n'est pas assez puissant. Pardon, Alex. Alors, juste comme on n'est pas assez puissant, on n'est pas allé sur une norme, parce que là, il faudrait vraiment être international, il faudrait être encore plus puissant. Et du coup, on a fixé des règles, et c'est pour ça que c'est un cadre de référence avec des règles. Et on espère que ça deviendra entre guillemets la norme, mais comme le dit Thierry, parce qu'il y aura ça deviendra finalement quelque chose d'habituel et donc quasiment une norme de facto. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un cadre avec des règles qui sont clairement définies, mais encore une fois, on ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Eric, ta réaction? Écoute, si Alexandre peut aller voir Google pour leur dire, grâce à ça, vous allez pomper de la donnée chez tous vos clients, ils vont peut-être pouvoir te l'imposer en norme internationale. Donc ce serait une chose, et ça permettra peut-être de créer ce qu'on appelle l'espéranto de nos différents systèmes d'information, et on arrivera peut-être à tendre vers quelque chose que nous, pilotes, puisque c'est de ça dont on parle, que nous, pilotes, on pourra utiliser, moyennant bien sûr ce que ça implique derrière en termes de prérequis, mais on pourra l'utiliser pour pouvoir apporter encore plus de services à nos collaborateurs. C'est nos collaborateurs, hein. C'est pas nous, c'est pas ça, c'est eux la cible. Hein. Ouais. Alors désolé, je ne sais pas s'il y a un match ou je ne sais quoi, vous entendez peut-être des petits flonflons. Je pense que j'ai quelques supporters de je ne sais quelle équipe autour là qui sont en train de manifester. Un petit mot quand même, oui, sur les coûts, sur les budgets, sur les ROI. Est-ce que c'était un sujet dans ton projet, Thierry? Est-ce qu'il y avait
un calcul en termes de ROI, et est-ce qu'on visait des économies, par exemple de surface ou de consommation énergétique, ou des avantages qui n'étaient pas matérialisés, de type efficacité, productivité, attractivité? Alors, c'est un peu tout ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on calcule? Si on prend l'ensemble, si on se crée une cible, le dessin, on se dit, voilà, j'ai 10 applications et je vais pouvoir construire ça, on aura un résultat nettement supérieur sur la cible que sur chaque croisement possible. Donc, l'idée générale, c'est quand même de dire qu'est-ce qu'on compte et comment on y va. Si on fait un ROI, c'est souvent sur une action, sur un projet, sur un sujet. Or, il y a plein de coûts qui vont être gérés par le premier projet qui, en fait, serviront pour les autres. C'est ça le truc. Une fois qu'on a mis la brique centrale en place, le puits de données, enfin, on l'appelle ça une grosse base de données, en fait. Partant de là, on va être en mesure de se servir de cet investissement pour faire autre chose. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes histoires. Qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qu'on regarde et comment on le regarde. On peut imaginer, par exemple, qu'on calcule la base de données en tant qu'une brique unitaire avec ses multiples interfaces. Et partant de là, on dit, on fait un ROI sur cette brique. Et à ce moment-là, on partage ses coûts sur les différents projets qu'on va pouvoir mettre. Après, c'est un mode de calcul. Mais le principe du ROI par projet est parfaitement logique si on sait ce qu'on calcule. Eric, j'entends pas mal de choses sur ces ROI. Ce matin, il y avait aussi des notions de coûts qui étaient partagées. J'entendais que pour implémenter un système central, ce qui s'appelle un BOS, un Building Operating System, etc., il fallait compter X euros par mètre carré supplémentaire. Est-ce que tu calcules toi aussi comme ça quand tu investis dans un outil? Écoute, j'aimerais bien le faire, mais personne n'est capable de me dire combien ça coûte. Donc, si la norme d'Alexandre permettra à chacun de pouvoir l'estimer, ce sera une vraie avancée puisqu'on pourra modéliser le projet ou le projeter, comme le dit Thierry, et puis définir derrière, par rapport à ce qu'on en attend, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Sauf qu'aujourd'hui, je prends la bande d'Alexandre apéritif là de ton truc de Wavestone tout à l'heure, là ils sont 50, et bien ils auront tous vidé le bar avant de savoir combien ça va leur coûter. Donc on est vraiment dans cette logique là, et c'est ça qui est très très difficile pour nous, c'est qu'aujourd'hui on s'adresse à des gens qui sont censés être sachants, on leur dit combien ça me coûte de faire dialoguer ton système avec mon système, ils vont te dire mais écoutez on va lancer le projet et on verra après. Je dis, mais non, moi, avant de commencer, je veux savoir combien ça coûte. Et vraiment, l'attente en tout cas, l'espérance que j'ai avec la démarche d'Alexandre et de la SBA, c'est que si ce cadre-là force les éditeurs, je vois Guillaume Blanc dans le chat, force les éditeurs, force les acteurs de ces différents systèmes d'information de se dire, moi, je suis capable de mettre à dispo une API à un coût défini, ou en tout cas maîtrisé, et bien on y gagnera tous parce que on s'enrichira tous de ça. C'est pas l'un ou l'autre, on s'enrichira tous de ça. Donc je peux pas te répondre parce que j'en sais rien, je sais pas combien ça coûte. Enfin, personne sait combien ça coûte. Et oui, eh bien c'est ça. Oui, un mot très rapide. Ouais, non, mais, finalement, il y a deux solutions. Soit on abandonne tout et c'est Google le grand gagnant et qui fera en effet ce qu'il a à faire parce qu'il a les millions pour faire et il mettra tout le monde d'accord. Mais ça veut dire que les données, faut pas se leurrer, elles appartiendront pas vraiment à celui qui les a produites, elles appartiendront déjà à Google, même si je suis le premier à utiliser beaucoup les outils de Google. Hein, voilà. Soit on se responsabilise autour d'un référentiel NA et puis à partir de là, bah, c'est vraiment celui qui produit la donnée qui en bénéficie. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Moi, je voudrais rajouter un point par rapport à la référence Google, qui est un point important, c'est que les gros acteurs, on va dire Google, Facebook, etc., Microsoft, se placent déjà sur ce marché-là. Parce que la question qu'on se pose par rapport à ce fonctionnement interne, eux, ils se préparent à venir sur ce marché en disant, coucou, vous me donnez la main sur toutes vos données et moi, je vous construis la solution. Et ça vous coûtera rien. Ouais, ça vous coûtera rien, mais ça rapportera. Ça, c'est le principe Google. Hein. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Et là, c'est le même principe. Exactement.
Exactement. Merci beaucoup à vous. Allez, avant de nous séparer, on regarde une dernière fois sur les résultats des sondages. La direction vous a demandé, pour la moitié d'entre vous, déjà comment vous traitiez les données immobilières, ce que vous en faisiez, puis pour l'autre moitié, non. Et vous utilisez majoritairement des outils de ticketing, des applications de prestataires et la feuille Excel en numéro 3, mais enfin aussi des outils de réservation de salles et puis une supervision, finalement assez peu de gestionnaires intégrés encore de type IWMS. Alors vous voyez aussi la journée typique de AMI en 2025. Je ne vais pas la commenter plus que ça, sauf pour vous dire qu'il manque quand même des choses dans cette journée. C'est vu par Zinov, puisque elle regarde le trafic le matin à travers son appli sur smartphone, un appli qui lui a été fourni par son entreprise, et qui lui dit un petit peu quel est le trafic. Elle peut commander son taxi autonome, vous voyez. Elle peut ensuite, grâce à son badge intelligent, tout de suite être enregistrée comme étant présente. Évidemment, toutes ses préférences de confort sont automatiquement ajustées en fonction du lieu où elle va se rendre dans le bâtiment. Alors, c'est un petit robot humanoïde qui lui amène le café. Ensuite, elle rencontre en 3D, en holographe, des hologrammes de collègues, ou en l'occurrence, c'est son boss. Voilà. Et puis, elle est en échange avec lui sur des tableaux intelligents. Ensuite, son assistant virtuel lui commande son déjeuner. Elle fait ensuite plein de choses sur des outils de réalité augmentée avant le soir chez elle, d'être tranquillement loguée sur son application de zénitude, de bien-être, également fournie par son entreprise. Dans le parcours, il manque quand même un tout petit quelque chose, c'est que, et c'est vraiment l'air du temps de nos échanges actuellement, c'est que je ne suis pas sûr qu'on aille au bureau désormais pour être servi par un robot, voir son boss en hologramme, se faire commander son déjeuner par un assistant virtuel et puis travailler sur des outils sur lesquels on peut très bien travailler de chez soi. Donc, voilà. C'est exactement le contraire. C'est exactement, c'est exactement le contraire. Donc, cette vision-là de la journée typique en 2025, elle a peu de chances d'être réelle, et ce sera plutôt autre chose. Et la prochaine fois, on vous proposera peut-être de bâtir une journée vue par les DET en 2025. Voilà, il me reste en tout cas à vous remercier, Thierry, Eric, Alexandre, Dominique, à distance. Merci. Heureusement, tu as pu faire l'introduction. C'était déjà bien. Pas mal de soucis de connexion ce soir. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois. On va avoir encore plein de sujets. J'ai laissé de côté le sujet du schéma directeur digital du bâtiment. Je pense qu'on peut le garder pour une prochaine fois. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très, très bel été. Voilà, et puis on se retrouvera bon pied, bon oeil en septembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.